Bonjour à tous, nous allons continuer par faire le bilan de la tournée du chef de l'exécutif français en Afrique, au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. On va plus décortiquer l'étape de la RDC où Emmanuel Macron dit que le pays ne doit pas être un butin de guerre. On va également parler des élections présidentielles au Nigeria, les élections qui ont vu la victoire du candidat de la PC, Ahmed Tinubu Bola. Et puis on va jeter un regard sur son voyage. Le voyage de qui? Le voyage de Innocent Kagwara, député à l'Assemblée nationale, président du PDP. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Honorable, vous allez très bien? Ça va très bien. En pleine forme, ouais. Oh, ça va. Alors, le bilan de la visite du président Emmanuel Macron en Afrique, on commence par le Gabon, si vous le permettez, Oui. qui est considéré plutôt comme un précaré de la France en Afrique. Comment vous avez analysé ce périple en Afrique du président Macron? Je crois qu'il faut l'analyser comme un voyage de dernière chance, où je crois que le président français n'a pas encore compris que l'élite africaine a changé, les hommes ont changé, et il pense... C'est vrai que son discours, il a adapté son discours, mais il pense qu'il est encore dans les années 60. Parce que son discours n'a pas d'écho, à part peut-être un chef d'État qu'il va recevoir dans son palais. Et le timing est mal choisi. Et vous ne pouvez pas aller dans un pays en situation de crise, où il y a une crise de confiance entre les leaders politiques, à quelques mois des élections, pour dire l'agenda aurait pu être choisi pour que ça soit fait en fin d'année. C'est vrai que ses conseillers lui font des fiches que ça ne va pas du tout en Afrique. Et il a l'impression, il s'agite un peu pour voir s'il peut sauver les meubles, mais je pense que c'est déjà fait. C'est cuit. Il faut qu'il adapte son message. C'est comme si moi, demain, je suis chef d'État, je dis que je fais une conférence de presse pour dire, voilà ma politique face à la France. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. Avoir une politique africaine à l'Élysée, même, ça n'a pas de sens. L'Afrique, c'est un grand continent. La RDC seule fait 5 fois la France. La France. La RDC seule fait 5 fois la France. Il faut que ces gens-là nous respectent. Nous, de toutes les façons, ils vont nous respecter parce que nous exigeons le respect. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et maintenant, quand ils vont nous respecter, nous allons faire du business. Gagnant-gagnant. Ce qui est bon pour nous, on prend. Ce qui n'est pas bon, on ne prend pas. Et nous ne voulons pas de paternalisme ni de condescendance dans le discours. Nous voulons du respect. Et quand vous venez chez nous, pratiquement les mêmes standards. Hein? S'il y a des choses à nous reprocher, sachez nous reprocher ces choses-là. Et c'est notre cuisine interne. Si vous voulez nous accompagner, vous nous accompagnez. Mais ce n'est pas vous qui décidez de notre politique de développement. Ce n'est pas vous qui décidez de nos chefs d'État. Ce n'est pas vous qui décidez de nos choix d'investissement. Vous parlez de respect, mais ce n'est pas l'impression qu'on a. On voit des chefs d'État africains qui sont toujours accrochés, si on peut le dire ainsi, à la politique de la France. Au même moment, il y a d'autres chefs d'État qui sont plus des militaires, qui sont contre la politique de la France en Afrique. Non, c'est deux choses. Nous voulons être libres de choisir nos dirigeants. Nous savons que nous avons des parcours et nous avons des processus électoraux qui ne sont pas encore totalement parfaits. Nous sommes conscients de nos réalités, de nos difficultés. Mais nous ne voulons pas de paternalisme ni de condescendance. Nous voulons gérer nos affaires nous-mêmes. Nous sommes assez grands, nous sommes assez matures, nous avons plus de 18 ans pour nous gérer nous-mêmes. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des bébés ou quelqu'un qui n'a même pas l'âge. Il y a beaucoup de chefs d'État qui peuvent mettre le président Macron au monde. Et qui va venir nous dire, voilà ce que... Non, ça là c'est fini, c'est terminé ça. Ça, il faut oublier ça. Mais vous venez, vous nous conseillez, d'accord, mais le ton, le timing et comment vous le faites. Parce que nous, on ne se gère pas dans les affaires des États-Unis, de la Russie, de la France. Donc nous voulons qu'ils nous respectent. Moi, le mot respect, il est important. Les gens ne comprennent pas, il est important. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des sous-préfectures d'un pays, non. Alors, moment crucial. Quand ça c'est fini, quand on finit de dire nous gérons nos affaires, les chefs d'État qui sont au pouvoir, ça fait longtemps, ça fait notre problème. Il faut une nouvelle classe dirigeante, émergente, avec un discours nouveau, avec des moyens pour faire partie de ces chefs d'État, mais dans la tranquillité. Nous ne voulons pas de conflit. Et en plus, si cela n'est pas fait comme ça, avec des centristes, ce qui se passe un matin, c'est qu'un capitaine ou un colonel va faire un coup d'État. Donc c'est mieux que ça soit de manière pacifique avec un centriste. Comme vous. Oui. Non, que ça soit un coup d'État. Ouais. Si vous refusez fatalement, ça sera un coup d'État un matin. Mais personne ne peut vous dire quand. Alors, l'Afrique, donc, à la croisée des chemins, si on peut le dire ainsi, honorable Innocent Kagwara. Alors, dans ce contexte, que doit faire concrètement le continent pour mériter ce respect?
Non, nous sommes en train de faire, c'est éveiller les consciences. Nous sommes déjà en train de faire, nos prédécesseurs l'ont fait, nous sommes en train de faire. Il y a une nouvelle classe politique qui, le plus important pour un être humain, c'est se connaître et s'aimer soi-même. C'est se connaître et s'aimer soi-même. Nous aimons assez, nous savons ce que nous valons et nous voulons que les gens nous respectent. Nous voulons un commerce équitable. Pourquoi nous voulons un commerce équitable? Pour nous donner les moyens de pouvoir nous développer, de pouvoir faire nous-mêmes nos choix de développement, les ports que nous voulons, les aéroports que nous voulons, les routes que nous voulons, investir dans la santé, dans l'éducation. C'est nous-mêmes nous voulons faire ces choix. Il ne revient pas à quelqu'un de dire voilà ce dont vous avez besoin. Ça, nous ne voulons plus ça. Ceci étant dit, il y a aussi la bonne gouvernance à mettre en place. Parce que nous pêchons dans la conduite des élections, dans la bonne gouvernance. Quand nous allons mettre ça là et montrer l'exemple, l'éthique en politique, quand nous allons montrer cet exemple-là, la jeunesse va nous suivre pour que nous puissions avoir un projet de développement, un projet économique, social qui puisse faire rêver. Moi, je reviens du Maroc, c'est impressionnant. Vous pouvez prendre un train de Rabat pour venir à Casa, de Casa pour aller à Marrakech dans de très bonnes conditions, à 10 000 francs CFA, à 5 000 francs. Donc, nous sommes capables de faire ce qu'il y a là-bas, nous sommes capables de le faire dans nos pays. Il suffit que nous puissions bien gérer les finances publiques et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de foule, qu'il y ait de l'éthique en politique. Que le fonctionnaire d'État sache que quand il est là au niveau de l'administration publique, c'est pour servir l'État. S'il veut s'enrichir, il va dans le privé et nous l'accompagnons dans le privé pour qu'il puisse avoir les moyens de son enrichissement. Voilà comment nous voulons construire une Afrique battante, une Afrique émergente, croire en nos potentiels et nous faire respecter. Alors, ces prismes sont très importants, honorable Innocent Kabara. Alors, mais aussi peut-être le côté royaume du Maroc. Non, ce n'est pas une question de royaume, c'est une question de leadership. Les analystes non, c'est une question de leadership et de vision. À la royauté. À côté, quand vous mettez quelqu'un d'irresponsable au pouvoir, comme en Tunisie, voilà les conséquences d'un discours, ce que ça peut causer. Avec le président Kais Saied. Oui, mais c'est un irresponsable, c'est tout. Le roi du Maroc, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a compris qu'il faut faire avec tout le monde. C'est un pays musulman, mais quand vous allez, vous n'êtes pas musulman, mais vous êtes à l'aise. À aucun moment, vous ne vous sentez... vous êtes à l'aise. Et il y a une vision, il y a un budget par département, par région pour développer la région, développer les infrastructures. Vous sentez dans le pays qu'il y a une vision. Vous discutez avec les gens, vous voyez qu'il y a une vision. Voilà comment nous voulons accompagner nos leaders pour que nous puissions nous faire respecter, que nous puissions avoir les mêmes standards, que nous puissions avoir les mêmes infrastructures chez nous, même si c'est un peu. Avec ce peu-là, nous pourrons nous contenter parce que c'est quoi le bonheur au finish? C'est quoi le bonheur? C'est avoir ces 3 repas, avoir ces infrastructures, rouler dans notre ville, avoir des centres de loisirs, que la jeunesse puisse avoir un emploi décent, 100 000, 200 000, pour qu'ils puissent s'acheter des motos, des véhicules, construire une maison pour leurs parents vieillissants. Voilà ce que nous voulons. Nous, on n'est pas dans les milliards, nous, on n'est pas encore là-bas. On s'en fout de ça. Pour le moment, nous voulons manger, faire 2 ou 3 repas, que la jeunesse ait un emploi, que nous ayons un minimum d'infrastructures, que nous puissions faire le tramway dans la ville, commencer un peu dans la banlieue vers Zanguera, le tramway va vers Asigame, on prend Agoué, ça va vers Asigame. Si on peut un peu aller vers Adetikope, on prend Anéron, on vient, le tramway, et il y a des pots, il y a des arrêts où les bus... Alors, qu'est-ce qui empêche le Togo de le faire, honorable? Non, bon, vous savez, nous sommes endettés. Je pense que nous sommes à la limite de l'endettement. Le pays, nous n'avons pas une grande capacité d'endettement comme les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Je pense que il y a pas mal d'infrastructures. Je parlais de manière générale. Ouais, bien sûr. Et je crois même que, en faisant le parallèle, je crois il est important qu'on puisse voir quel est le système de transport de nos villes africaines. Je pense que le tramway peut être une solution à la pollution, aux motos, à un certain nombre de choses. Le tramway peut faire ça. Et vous garez votre voiture, vous prenez avec un abonnement de peut-être, je ne sais pas, 30 000 francs CFA ou 25 000 francs ou 15 000 francs. Vous circulez, après vous revenez prendre votre véhicule et vous rentrez dans la banlieue. Alors, donc ça peut se faire. La question du mouvement 23 a été aussi abordée à Kinshasa. C'est en République démocratique du Congo entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son homologue français Emmanuel Macron. Alors pour des jeunes Congolais, honorable Innocent Kabara, la France serait derrière le M23 par le truchement du Rwanda. Vous le pensez aussi? Non, la France n'est pas derrière le M23. Moi, j'aime la vérité. Et comme l'a dit un chef d'État que je ne vais pas nommer, il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple. Il faut dire la vérité. Ouais. La France n'est pas derrière, mais il y a une certaine complicité. Pourquoi est-ce que les gens
avec la guerre de l'Ukraine, vous avez vu l'emballement, vous avez vu comment ils ont mobilisé les médias, les partenaires. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? La RDC a agressé par le Rwanda depuis des années, tout le monde le sait. Sur le plan international, il y a des rapports. Pourquoi ils ne réagissent pas? Parce que ça leur profite. Parce que ça leur profite. Il faut arrêter cette hypocrisie-là et dire au Rwanda, moi, le président Kagame, c'est quelqu'un que j'apprécie, vous le savez. Ouais, mais vous ne pouvez pas agresser un pays comme la RDC, nous allons nous taire. Donc, il faut dire la vérité. Il est en train d'agresser, ça, ce n'est pas une bonne chose. Le président Kagame, c'est un modèle en termes d'intégrité, en termes de leadership, en termes de conduite des affaires de la nation de son pays, mais il n'a pas le droit d'aller agresser un autre pays et il faut que ça s'arrête. Là, ils se sont enrichis avec la RDC parce que la RDC, c'est un pays riche, hein, avec les... Bon, je ne vais pas citer les puissances qui sont derrière le Rwanda, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il reste de son côté de la frontière et il faut qu'il laisse maintenant la RDC, qui est un pays souverain, dans la limite de ses frontières, s'occuper des questions sécuritaires. Et c'est ce que le président Tshisekedi réclame. Pourquoi est-ce qu'en Ukraine, vous faites autant et quand il s'agit de la RDC, c'est des atoirs c'est des formules diplomatiques? Non. Dites que la RDC aussi a agressé et que vous voulez que le Rwanda n'aille plus en RDC. Il faut le dire. Et ça, c'est peut-être aux Africains de le faire. On a vu la réaction de la communauté sous-régionale. Les dernières forces à arriver, ce sont les forces burundaises. Les Kenyans étaient déjà là. Alors, honorable Innocent Kabara, pourquoi on n'arrive toujours pas à trouver la solution à ce problème? Non, on l'a suffisamment fait. Je pense qu'il y a une mobilisation de manière sous-régionale, de manière continentale. Maintenant, il revient à la communauté internationale de faire la même chose qu'ils font en Ukraine. Hein? Le 2 poids, 2 mesures, ça n'a qu'à s'arrêter. C'est-à-dire dénoncer? Parce que c'est le pillage des ressources de la RDC. Parce que s'il y a l'instabilité, je dis commerce équitable, ils peuvent continuer à piller. Ils peuvent continuer à piller, faire des portables, faire tout ce qui concerne la technologie. Où est-ce qu'on prend les matières premières? D'après vous, c'est en RDC. Donc, on ne peut jamais accepter que ce pays soit stable. Parce que le pays, vous voyez que le président Tshisekedi n'est pas complexé. C'est ce genre de conférence de presse que moi, j'attends d'avoir avec un président français dans 86 mois. Si vous pouvez compter, bon, 83 mois, nous sommes en 2030. En 83 mois, nous sommes en 2030. C'est ce genre de conférence de presse que nous aurons avec les présidents français et nous allons leur dire la vérité. Nous allons leur dire la vérité, ce qui se passe chez eux, ils n'ont qu'à le régler. S'il y a des questions de développement, d'aide au développement, on va discuter. S'ils ne veulent pas, il y a les Chinois, il y a les Turcs. Nous pouvons choisir nos partenaires. On n'a plus à être... Personne ne nous impose nos partenaires. Personne ne nous impose nos choix de développement. Personne ne nous impose la monnaie. Nous sommes souverains et nous sommes libres de décider pour nous-mêmes. Si nous faisons des erreurs, nous allons apprendre à travers nos erreurs. Donc, moi, je crois que le président français, il est jeune. Il devait saisir cette jeunesse-là et son discours qui peut emballer le discours, mais on n'est pas dupe. Ils l'ont fait depuis 60 ans avec nos parents, nos grands-parents. On n'est plus dupe. Ça, c'est un discours, vous voyez un peu, on prend une voiture, on fait tolérer peinture. Non, mais c'est une vieille voiture, c'est déjà une vieille voiture. Mais on pense que certains de ces discours emballent les jeunes Africains. On l'a vu, quels jeunes Africains? On l'a vu faire des selfies aussi avec des Congolais. Hein. Oui, mais ça, c'est des mises en scène qui sont préparées par le service diplomatique. On appelle ça des mises en scène. Ça, nous-mêmes, nous savons faire ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut... S'il continue à le faire, il aura plus d'opposition. Et on le dit en Côte d'Ivoire, c'est comme il a caillou dans ses oreilles. Un peu ce que DJ Congélateur dit. Non, le président français, on dirait qu'il a caillou dans ses oreilles. Il ne comprend pas quoi. Nous voulons décider pour nous-mêmes, nous voulons qu'on nous respecte. Nous ne voulons plus d'imposition. Et nous ne voulons pas, pour une question interne, que quelqu'un soit à l'Élysée ou au Quai d'Orsay pour faire une conférence de presse. Ça, nous n'allons plus l'accepter. Ça, c'est terminé, ça. C'est terminé. Non, ça, c'est terminé. Eux-mêmes, ils le savent maintenant, c'est terminé. Nos élections, nous-mêmes, nous gérons. Nous avons les moyens de financer nos élections. Ça, c'est terminé. Nous avons les moyens de pouvoir soutenir notre développement, de pouvoir faire les choix d'investissement, de pouvoir nous endetter. Et même les critères de convergence, c'est un certain nombre de choses qui nous imposent. Est-ce que vous savez que les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde? Bien sûr. Oui. Mais comment nous pouvons nous endetter? Mais à la fois, je suis d'accord avec eux parce qu'il faut des gens responsables à la tête de nos États pour ne pas aller dans des programmes d'ajustement structurel. Mais il faut qu'on ait les moyens de nous endetter, avoir une bonne dette, la dette qui va dans les infrastructures, la dette qui va dans des secteurs qui nous permettent de pouvoir assurer notre croissance. Et cela, c'est important. Et nous voulons une jeunesse décomplexée par rapport à l'élite française où nous pouvons nous faire respecter dans le choix que nous faisons pour notre développement. Et je salue quand même le discours du président français, mais qui n'est pas, on appelle ça du copie-coller, on appelle ça tolérer peinture.
Mais il faut qu'il soit dans le vrai pour que nous puissions faire affaire avec lui dans quelques années. Heureusement, ils n'ont pas forcément mis leur bouche dans les élections présidentielles au Nigeria, les élections qui ont porté le candidat de la PCO au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu, honorable Innocent Kabara. En face, il y avait Atiku Boubacar de l'opposition et également Peter Obi. Pour certains, de l'opposition, son parti s'appelle comment, d'après vous? Le parti travailliste. Vous parlez de Atiku Boubacar, c'est le PDP. Ah oui, je comprends maintenant. Je comprends, oui. Il a 6,8 millions de voix. Et puis le parti travailliste porté par Peter Obi. Alors pour certains, c'est ce dernier qui aurait gagné les élections. Est-ce que vous pensez que les élections se sont bien déroulées? Oui, nous n'avons pas de commentaires à faire sur les élections en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous pouvons saluer, c'est l'alternance. Chaque 8 ans, il y a un président qui est élu, qui fait un mandat renouvelable une fois, et il y a un autre qui vient. Maintenant, ce qui s'est passé à la Commission électorale nationale du Nigeria, nous, on ne maîtrise pas, on n'a pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. Nous ne pourrons pas... Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu de l'alternance au pouvoir. Mais nous-mêmes, nous étions étonnés de voir quelqu'un, dès les premiers sondages, qui était troisième, devenir premier. Nous-mêmes, ça nous a un peu étonnés. Mais bon, nous n'avons pas l'ensemble des données pour dire que tel, il aurait... Non. Bon, ça, c'est des commentaires qu'on entend un peu dans la presse. Mais nous plaidons pour qu'il y ait la transparence de nos élections. C'est comme ça que les Occidentaux aussi vont nous respecter. Nous plaidons pour qu'il y ait de la transparence et celui qui a gagné, qu'on déclare que c'est lui qui a gagné. Ça, c'est aussi fondamental pour nous si nous voulons nous faire respecter. Alors, comment vous voyez Bola Ahmed Tinubu? En réalité, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un faiseur de roi. C'est un faiseur de roi un peu au Bénin. À un certain moment, c'est ce que l'autre était. Comment il s'appelle, le vieux... de la politique béninoise, le faiseur de roi. Non. Non, je vais trouver le nom après. Oh bien celui qui est en fuite, Sébastien Ajavon. Non, c'est pas Sébastien Ajavon, je le connais très bien. C'est... Non, je vais trouver. Donc, à un moment, quand vous devenez comme ça un faiseur de roi, et que on dit, on ne trouve pas de candidat, est-ce que vous-même vous pouvez postuler? C'est normal que les autres vous renvoient l'ascenseur. Parce que ce monsieur, il a fait élire tous les derniers présidents au Nigeria, ce monsieur. Et c'est un bosseur. Mais moi, tout ce qui me dérange, c'est son âge. 71 ans. Oui, c'est son âge. Si ce n'est pas son âge, je pense que... Il a été gouverneur de l'État de Lagos, je crois. Oui. Donc, je pense qu'il a les compétences et l'ambition pour son pays, pour que le Nigeria continue par tirer l'Afrique de l'Ouest, que ce soit francophone, anglophone, lusophone, parce que le Nigeria, c'est la tête de pont de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense qu'il va continuer dans la même dynamique que Buhari. Mais c'est principalement, pour ma personne, c'est l'âge qui pose problème. Même dynamique que Buhari. Buhari, pour des analystes, lui, il a échoué, surtout sur le plan sécuritaire. Sécuritaire, oui, il a échoué. C'est pour ça, quand je dis, ça amuse les gens, mais je dis, je veux la diplomatie, la sécurité de Faure Gnassingbé, même si c'est moi, je suis son opposant, mais les gens ne comprennent pas. Il faut être dans un pays en sécurité pour comprendre. Quand vous allez dans des pays où vous ne pouvez même pas sortir la nuit, ou même vous êtes dans le marché, vous attrapez vos poches comme ça, là, c'est là où vous allez comprendre ce que c'est que la sécurité. Alors c'est rare de voir ça au Togo, hein, un opposant qui félicite... non, pour ce qu'ils font bien, on félicite. Pour ce qu'ils font mal, on les critique. Donc ça, il n'y a rien, nous sommes des centristes. Et je vous ai toujours dit, la politique qui devient le centre, c'est le pragmatisme, le réalisme. Et je dis... Je préfère vivre au centre, vivre bien au centre, que de mourir aux deux extrêmes. Alors, on le voit, vous avez parlé de la politique sécuritaire et celle économique qui vous inspire en Afrique. Économie, on peut prendre Alassane Ouattara, même si sur le plan des libertés, je n'aime pas du tout ce monsieur, mais sur le plan économique, il est à féliciter. J'ai vu Abidjan se transformer. J'ai beaucoup d'amis à Abidjan. Donc, sur le plan... économique, oui, Alassane Ouattara. Sur le plan politique, sur le plan, disons, diplomatique et sécuritaire, Faure Gnassingbé. Sur le plan respect. Du leadership, peut-être. Leadership, Paul Kagame. Et sur le plan de l'audace, Talon. Alors, on vous a vu aussi au Maroc récemment. Vous préparez 2030 au Maroc? Ou bien vous vous inspirez de quoi précisément? Non, je m'inspire de tout ce qui a réussi. Je vous ai dit, pour être un homme d'État, d'abord, il faut avoir un projet, il faut avoir une vision. C'est ce que je suis en train de construire. Après, il faut avoir une équipe, l'équipe qui va vous accompagner.
Et là, j'ai lancé un programme de bourse d'études pour des étudiants togolais qui sont dans une université à Agadir, qui est l'université internationale d'Agadir, Universapolis, qui sont dans des sciences technologiques, dans des sciences humaines, santé, droit, économie. Et pourquoi nous le faisons? C'est pour montrer aux jeunes Africains que nous pouvons nous faire former et revenir construire notre pays. Et le Maroc, c'est un bon partenaire parce que c'est un pays, comme je vous ai dit, du Maghreb, mais c'est un pays où vous vous sentez bien. Ils ont la technologie. J'ai visité le centre de simulation de l'université Mohamed VI, qui est un centre d'excellence. Il n'y en a pas comme ça en Afrique. Donc nous pouvons nous inspirer de ce qui est fait là-bas, amener nos étudiants ici, ceux qui veulent aller faire la formation. Pourquoi nous prenons des boursiers? C'est des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui font un travail excellent, qui ont des moyens de 17, qui sont à l'université, mais qui traînent là-bas, alors qu'ils veulent aller faire des spécialisations. Donc nous voulons contribuer, parce que l'État a déjà fait beaucoup. Donc, nous voulons, à travers nos petits projets, soutenir l'effort de l'État dans ce sens-là. Donc, nous avons identifié pour la promotion de l'année prochaine 4 universités. L'année passée, c'était pour une prise en charge totale de 100 millions. L'année prochaine, on va faire encore mieux avec l'ensemble de nos partenaires. Et je salue d'ailleurs notre partenaire local qui va se reconnaître à travers cette émission et nos partenaires sur le plan international qui continuent par nous aider. Donc, actuellement, nous avons identifié 4 universités. Il y a 2 à Casablanca, une à Agadir et une à Rabat. C'est l'Université internationale de Rabat qui est un centre d'excellence, qui est moderne, construit par la volonté du roi, qui est un partenariat entre même public et privé. Nous avons l'ambition d'ici 5 ans de créer de telles infrastructures et nous allons confier la gestion. Nous allons faire venir les capitaux, mais nous allons confier la gestion à l'Université de Lomé ou l'Université de Kara. On va faire un partenariat public-privé où nous allons mettre les moyens, mais c'est l'université qui va gérer le reste. Donc, ce partenariat, mais nous serons dans le conseil d'administration. Donc, nous pouvons réfléchir à des partenariats comme ça, public-privé, pour développer un certain nombre de secteurs. Donc, à Rabat, ça sera l'Université internationale de Rabat, que nous avons visité. À Casa, ça sera Supémir, qui est un centre d'excellence. Et ça sera l'Université Mohamed VI, mais uniquement pour la médecine. Et notre partenaire traditionnel, qui est l'université Universapolis d'Agadir, où nous avons déjà 26 enfants qui sont là-bas et qui étudient dans des meilleures conditions. Nous avons visité l'université, nous avons visité même les logements et nous sommes pleinement satisfaits de la collaboration avec l'université Universiapolis. Nous sommes même en train d'envisager un partenariat avec notre école qui est l'IAEC avec l'Universiapolis. Parce qu'ils ont même un centre où ils fabriquent même des véhicules. Ils vont en compétition en Allemagne, tout ça là. Donc nous voulons aussi que les jeunes Togolais aillent se faire former. Alors, c'est une stratégie sans doute du PDP, passer par l'éducation. Non, ce n'est pas le PDP. Ce n'est pas le PDP, non. Vous savez, en tant qu'homme, nous incarnons 3 casquettes. Nous incarnons l'homme politique, nous incarnons le businessman et nous incarnons l'homme social. En tant qu'homme social, il n'y a pas que nous. Il y a le docteur Kodom, il y a un certain nombre de Togolais qui font. Donc voilà ce que nous incarnons. Sur le plan économique, nous incarnons un peu ce que notre prédécesseur a fait, notre père, mais nous incarnons également Gervais Djondo. Donc nous voulons par exemple, nous sommes en train de visiter, nous avons visité un centre écotourisme et nous avons un partenaire qui est prêt à nous accompagner sur un projet de près de 3 milliards, d'installer un centre à 45 minutes de Lomé où on peut avoir aussi bien du tourisme avec les populations que nous n'allons pas déplacer. Le centre prend en compte même la vie des populations en interne. Nous allons faire des champs et nous allons faire de l'écotourisme. Donc vous voyez, et sur le plan politique, nous incarnons plusieurs personnes. Nous incarnons plusieurs personnes. Par exemple, Jean-Pierre Fabre, c'est quelqu'un de courageux. Vous prenez au niveau de la mouvance présidentielle quelqu'un comme Soli Toki, c'est un bon stratège. Donc nous essayons de prendre un peu et de faire le mélange. De faire le mélange, le melting pot, pour que nous-mêmes nous soyons nous-mêmes. Alors, honorable, on va en 3 minutes parler également des questions sécuritaires au Togo. Le Nord sous menace terroriste toujours avec les déplacements des populations. En tant qu'homme politique, comment vous voyez cela? Non, la situation du Nord nous préoccupe. Ça doit préoccuper l'ensemble des acteurs. Et sur ces questions-là, il n'y a pas opposition, il n'y a pas centriste, il n'y a pas mouvance. Nous devons soutenir nos forces de défense et de sécurité et plaider pour qu'ils aient les moyens. Le Parlement a fait sa part à travers la loi de programmation militaire. Nous avons donné les moyens au gouvernement. Maintenant, il faut contrôler comment ces moyens sont utilisés. Il faut contrôler qu'il n'y ait pas d'exactions. Et surtout, nous avons toujours mis l'accent sur le renseignement. Le renseignement.
Parce que c'est une guerre asymétrique. L'ennemi, on ne sait pas, on ne connaît pas. Il n'a pas de frontières. Donc, c'est à travers le renseignement, à travers les populations. Mais qui dit renseignement population dit aussi développement à la base. S'il n'y a pas d'infrastructure à la base, nous avons appris que pour 10 000, 20 000, 50 000 pour des motos, ils sont prêts à indiquer la maison du chef canton, ils sont prêts à indiquer la position de nos forces de sécurité. Donc, j'appelle les populations, même si c'est difficile, à collaborer avec nos forces de sécurité et ne pas collaborer avec les ennemis. Rien ne peut justifier la collaboration avec les ennemis, parce que nous sommes avant tout des patriotes. Et le gouvernement doit sans doute faire un travail. Il est en Oui, train de le un faire. travail de sensibilisation. Ils sont en train de le faire, nous-mêmes nous sommes en train de le faire à travers tout ce que nous faisons comme émission, à travers notre base, nos présidents préfectoraux, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Et ça aussi, il faut le dire et il faut le souligner, c'est la bêtise des Occidentaux. Le fait d'avoir attaqué Kadhafi pour une question d'ego, ils ont déstabilisé le Sahel qui a déstabilisé toute la sous-région. Juste parce qu'ils voulaient faire partir un président et ils ont déstabilisé toute la sous-région. Donc il faut éviter de telles choses dans le futur. Merci beaucoup à vous, honorable Innocent Kagbara. C'est moi qui vous vous êtes remercie. député à l'Assemblée nationale, président du PDP. Le PDP va bien? Le PDV va très bien. Nous sommes en train de nous organiser pour les élections à venir. Et comme nous l'avons toujours dit, nous croyons en ce pays. Nous croyons en notre potentiel. Nous croyons à l'ensemble des intelligences qui incarnent ce pays, aussi bien au niveau de la mouvance qu'aussi bien au niveau de l'opposition. Nous sommes un peuple riche, un peuple béni. Nous devons croire en ce pays et nous allons le construire. Nous allons construire une puissance sur le plan militaire, sur le plan agricole, sur le plan politique, sur le plan économique. Et nous allons nous faire respecter. Nous sommes déjà respectés, mais ce que nous voulons, incarner une certaine locomotive en étant un tout petit pays, mais en étant une puissance. Vous formez aussi de bons jeunes, hein? Achraf Ourosama qui passe souvent jeudi dans Regard. Il n'y a pas que lui. Nous avons actuellement un spécialiste. Lui, c'est un juriste. Nous avons un spécialiste sur les questions militaires. Nous avons un spécialiste sur les questions sociales. Nous avons un spécialiste sur les questions économiques. Nous avons un spécialiste sur les questions de la ZLECAF, de la zone d'intégration. Donc, nous sommes en train de constituer. C'est pour ça que nous vous avons dit nous serons prêts en 2030. Nous serons prêts avec un programme de société, nous serons prêts avec une équipe et nous allons incarner l'alternance, mais dans la paix. Honorable Innocent Kagbara, merci beaucoup à vous. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du PDP. Infini merci à vous. On marque la pause pour le journal et après on reçoit nos invités pour Regard croisé.